Bienvenue sur Épistémopsie, la chaîne qui cherche à montrer à la mouche comment sortir des pièges sur nos croyances en psychologie. Piège numéro 1, le fantôme dans la machine. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un piège fondamental dont les autres découlent. Pensez qu'à l'intérieur de moi se cache un autre, une conscience fantôme qui dicterait à mon cerveau ce qu'il doit faire ou penser. On appelle ça le dualisme. Nous sommes tous dualistes et pour cause, comment un homme pourrait être heureux sans croire qu'il est doté d'une conscience lui permettant d'agir librement à chaque instant sur soi et sur le monde. Et pourtant, c'est un obstacle thérapeutique et je vous explique pourquoi. Bonjour les mouches. Une des premières questions concernant la psychothérapie est son niveau d'objectivité vis-à-vis de la souffrance psychologique, propre à une personne, individuelle, subjective. La psychothérapie peut-elle être objective ? Peut-on objectiver la souffrance psychologique pour y remédier ? Y répondre nécessite de faire un détour par la philosophie de l'esprit. D'où vient cette opposition spontanée que nous faisons entre subjectivisme et objectivisme ? Elle est essentiellement dualiste. Le dualisme est une thèse qui avance la coexistence de deux catégories d'éléments qui ne pourraient se réduire l'une à l'autre. Le dualisme des substances, défendu par le philosophe René Descartes, est le type de dualisme le plus populaire. Si le bois ne peut prendre son origine dans la pierre et la pierre dans le bois, tous les deux peuvent être présents dans l'architecture d'une même maison. Descartes décrit un tel dualisme entre le corps et l'esprit, en supposant que l'un et l'autre sont deux mêmes types de catégories, des substances, l'une physique et l'autre métaphysique. Mais si le bois et la pierre sont tous deux des matériaux, nous ne pouvons pas en dire de même concernant le cerveau et l'esprit. Le fantôme dans la machine est une métaphore employée par Ryle pour critiquer ce dualisme représenté par un esprit immatériel logé dans un corps matériel. La conception d'un esprit fantôme qui dirigerait le cerveau tel une machine est une croyance populaire paradoxale. Un cerveau dirigé par une autre sorte de machine fantôme, l'esprit, dont il serait impossible également de comprendre et d'observer le fonctionnement. Steven Pinker, linguiste, utilise lui la métaphore encore plus caricaturale d'un cerveau comme ordinateur de poche pour l'âme. Mais qu'est-ce que l'esprit peut faire que le cerveau ne peut pas et qui justifierait cette thèse ? Rien. Les travaux en neurosciences sont clairs. Toute manifestation sensorielle, émotionnelle, conceptuelle ne peut être causée indépendamment d'une activité cognitive produite par le cerveau. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'une conscience ou d'un esprit qui serait, par définition, immatériel. En revanche, nous pouvons observer par exemple que lorsque le cerveau est altéré ou que l'activité cérébrale est modifiée, certaines de ces fonctions sont elles-mêmes altérées et modifiées. Mais il semble plus facile d'objectiver l'activité cérébrale que les états mentaux ou cognitions, c'est-à-dire ce que je ressens, pense, perçois et dont je peux avoir conscience, ressentir, percevoir, penser. Cette conscience est appelée la métacognition. Pouvoir observer ses propres états mentaux, comme le fait Descartes dans son expérience de pensée dualiste, n'est donc pas synonyme d'une conscience spirituelle, métaphysique, mais de facultés métacognitives. À travers son iconique « je pense, donc je suis », et de manière contradictoire, il va finalement nous éclairer sur la possibilité de rendre observables nos états mentaux. Je pense, donc je suis, ce que je suis trouve son origine en moi-même, dans ma propre réflexion. Cette auto-attribution d'états mentaux exclusive à la psychologie et à aucun autre objet ou aucune autre discipline est un aveu de l'existence de la psychologie comme un domaine d'étude et d'observation
à part entière. Cependant, la psychologie est-elle indépendante du monde matériel et objectif, indépendante du corps, du cerveau, exclusivement introspective? C'est sur ce point précis que les neurosciences, la psychologie et la philosophie ont pu réfuter cette thèse. En philosophie, Ryle et Wittgenstein décrivent le dualisme comme 2 erreurs de langage. La première est une erreur de catégorie. Le bois et la pierre appartiennent bien à une même catégorie permettant d'en comparer les faits architecturaux pour la construction d'une maison. Par contre, et bien que faisant partie de la même architecture du cerveau, penser quelque chose et avoir une activité cérébrale n'appartiennent pas à la même catégorie. Si j'ai une pensée, la vie est belle, elle ne désigne pas des faits cérébraux mais un fait cognitif comme une disposition à agir. Par exemple, continuer à penser que la vie est belle parce que ça me fait du bien, ou partager ce sentiment avec un ami. L'erreur de catégorie naît d'un fossé explicatif entre l'activité cérébrale et la pensée, qui conduit à confondre l'activité mentale avec une activité qui produirait des phénomènes physiques, tout comme l'activité cérébrale, mais à un niveau supérieur, métaphysique. Rechercher ailleurs que dans le cerveau, dans une autre machine, immatérielle, une machine fantôme. Ainsi, tout naturellement, je crois que l'origine de ma pensée se situe en dehors de mon cerveau. Un autre exemple. Si je cherche où est la chaîne Épistémopsie lorsque j'écoute ce premier épisode sur une plateforme et que je ne la vois pas, peut-on pour autant dire que l'épisode vient d'un monde immatériel? Que l'épistémopsie est une entité dont la plateforme ne serait que le simple réceptacle? Ou tout simplement que je suis déjà sur la chaîne et que l'épisode que j'écoute en fait partie? La confusion entre la plateforme et la chaîne est une erreur de catégorie. Enfin, plus grossièrement, si je ne vois pas littéralement mes pensées dans mon cerveau, est-ce une preuve suffisante pour dire que mes pensées ne sont pas produites par mon cerveau? La deuxième erreur est d'expliquer les états mentaux comme des états de conscience exclusivement introspectifs, vus de l'intérieur par l'intérieur. Ce courant s'appelle le mentalisme et réduit l'activité cognitive à des états de conscience internes en perpétuel changement et échappant à toute norme épistémique, autrement dit à toute connaissance objective. Un peu comme s'il n'existait plus de frontières entre le fait de ressentir un état mental et le fait de le décrire ou de le désigner. Dans le langage ordinaire, si j'ai mal, il est normal de dire « j'ai mal, je ressens une douleur » et non « mon corps me fait ressentir de la douleur ». Cet automatisme désignant une expérience de douleur uniquement perceptible à travers la conscience que j'en ai, entraîne à nouveau une confusion entre le fait qu'un phénomène en moi provoque de la douleur et l'expérience mentale de ressentir de la douleur. Le mentalisme, ici, poserait le problème d'un relativisme psychologique à l'égard d'une douleur qui empêcherait toute objectivité pour l'expliquer et l'apaiser. On retrouve un dualisme entre le monde des faits physiques, la douleur, et des états mentaux, la perception de la douleur. Le dualisme est donc au fondement de la distinction entre le monde des objets et celui des agents. Ces derniers produiraient des phénomènes grâce à une forme de volonté désincarnée, contrairement au premier. Ce sentiment d'un dualisme entre le monde matériel et l'esprit est automatique, intuitif et universel. À titre d'exemple, on le retrouve au cœur et dans l'histoire de toutes les religions. La croyance de la continuité de l'âme entre la vie et la mort est la croyance dualiste la plus connue. Il est plus facile d'admettre l'inconscient d'un point de vue neurologique que spirituel, ou plutôt d'admettre l'argument d'un inconscient cérébral qui justifierait que l'esprit est ailleurs quand la conscience est absente. On peut se poser la question suivante. Pourquoi attribue-t-on au phénomène d'inconscient une conscience désincarnée du corps plutôt qu'une simple absence de conscience d'un point de vue cérébral? C'est la croyance dualiste qui nous contraint à emprunter ce raisonnement erroné. Il ne s'agit pas ici d'argumenter contre le dualisme puisque c'est un fait neuroscientifique
que l'activité cérébrale cause les états mentaux et non l'inverse. Mais comme nous sommes tous instinctivement dualistes, il nous intéresse donc de nous questionner sur les raisons de cet instinct, sur ses vertus et ses dangers. Avant d'en comprendre le piège, rappelons-nous qu'il est important de comprendre la logique d'une intuition. Rappelons-nous que si l'intuition est dangereuse, c'est parce qu'elle est avant tout reconnue comme utile. La question est donc de savoir pourquoi nous faisons cette distinction. À quoi est-ce qu'elle nous sert ? Le dualisme serait intrinsèque au développement cognitif et social. Pour son bon développement, le bébé prête attention plus fréquemment et plus longtemps au visage, aux voix humaines, qu'aux sons issus d'objets inanimés. L'apprentissage des émotions et des comportements sociaux apparaît très tôt. Ces compétences reposent sur la distinction entre le monde physique et le monde des agents. Des travaux ont montré que les enfants ne peuvent pas imaginer que leur expérience consciente est dépendante de leur cerveau. Quand ils grandissent, le cerveau est considéré comme obéissant à la volonté. Attribuer des intentions à des agents, des individus, pourrait contribuer à notre survie, à notre bonne adaptation. Plus je vois d'agents, plus j'ai de chances de repérer leurs intentions et de m'en protéger ou d'y répondre du mieux possible, prendre des décisions efficaces ou m'adapter. Le dualisme entraînant le mentalisme génère des pensées magiques, des pensées qui donnent le sentiment que je peux directement agir dans le monde, le transformer pour obtenir des choses ou m'en protéger, sans avoir besoin de nulle autre chose que mon esprit, ou plutôt sous condition que seul mon esprit soit maître de la machine. Toute autre considération matérielle, extérieure, objective, pourrait nuire à la réalisation de mes souhaits. Nous faisons en clair davantage confiance à nous-mêmes, nos intuitions et à ce qui paraît sembler naturel, allant de soi, non transformé par des objets ou des connaissances qui viennent de l'extérieur. Le raccourci ici se fait directement entre le monde et l'esprit, comme si rien n'expliquait autrement que par la magie ou la force de l'esprit, la production de décisions et d'actions par le cerveau et dans le monde. Prenons un exemple primaire. Je me promène en pleine savane face à un danger potentiel de prédation. Je vois et j'entends des prédateurs partout autour de moi alors qu'il ne s'agit que de buissons d'ombre et de vent. Je ne retiendrai ici non pas l'erreur, mais le fonctionnement adaptatif de ces illusions. Je dois être vigilant et prêt. De manière analogue mais plus complexe, j'ai besoin de comprendre mes états mentaux, de leur attribuer des intentions, en quelque sorte des raisons d'être, des raisons d'agir en vue d'agir. Prenons l'exemple d'un patient qui explique selon lui ce qui l'amène à venir voir un psychothérapeute. Je suis triste, démotivée parce que je n'ai pas assez de volonté. Le danger ici est de ne plus avoir envie de vivre. Le concept de volonté répond bien à l'attribution d'une intention d'agir et à la fois à une raison qui explique l'état d'inaction. Si j'ai de la volonté, je peux agir, mais comme je n'en ai pas, je n'agis pas. Là encore, en présence d'un danger mortel, le suicide, la personne a besoin de voir d'où vient le danger et comment le contrôler. Et c'est à ces deux questions que répond la pensée magique, la pensée mentaliste de volonté. La volonté désigne bien un agent mental ou spirituel dont seul le patient détiendrait le pouvoir. Et bien qu'il la désigne comme un manque à l'origine de son état de dépression, cette explication lui permet sans nul doute d'envisager qu'il existe une solution dont il pourrait avoir rapidement le contrôle, retrouver sa volonté. Cependant, la volonté est-elle une explication vraie, juste, fiable ? Que veut dire volonté ? D'où vient-elle ? Il s'agit bien d'un concept fantomatique, la volonté invisible, qui permet certes de croire qu'une issue est possible par la force de l'esprit, mais qui creuse l'impasse psychologique et thérapeutique du patient. Maintenant, imaginez que je suis vraiment face à un lion et que je me demande à plusieurs reprises ce que je pourrais faire.
En quelque sorte, je n'ai pas confiance en mes intuitions et je me mets à douter, mais trop. Il se pourrait que le lion me dévore par manque d'action. Mais imaginez maintenant que je ne doute pas suffisamment de ma robustesse ou de ma capacité à le rendre docile et que je me jette sur le lion, que je l'agresse ou que je le caresse, tandis qu'il est plus fort ou hostile que moi. Imaginez que le patient en état de dépression se pose beaucoup de questions sur les raisons de son état. En quelque sorte qu'il passe son temps à chercher des explications, seul et avec son thérapeute, à ruminer sur son sentiment d'impuissance. Il se pourrait que la dépression le dévore par manque d'action thérapeutique. Mais imaginez qu'il ne doute pas suffisamment de la dangerosité que produit la dépression sur lui et qu'il s'impose une volonté magique. Je dois. Avec des tâches nombreuses et coûteuses, tandis qu'il est démotivé et fatigué. Et que là encore, la dépression pourrait le dévorer. Dans les deux cas, que je ne fasse pas confiance en mes intuitions, que je rumine et me paralyse face au danger, ou que j'ai des pensées magiques me faisant prendre des risques inconsidérés. Il est important de douter de ces croyances, mais en faisant appel à des connaissances externes et fiables. Cette réflexion nécessite d'imaginer qu'entre le monde qui m'entoure et mes états internes, peur que je ressens face au lion, la volonté que j'invoque face à la dépression, il existe des connaissances objectives sur le lion, sur la savane, sur la dépression, sur les moyens de la traiter, non pas dans le but d'exaucer ma volonté de survivre immédiatement, mais dans celui de me permettre de savoir ce que je peux et comment je peux réellement faire face au danger de la manière la plus fiable possible. Ces connaissances objectives peuvent être définies comme des connaissances scientifiques, consensuelles. Ainsi, le monde se divise en deux par une sélection massive des informations relatives aux agents, favorisant nos prises de décision et nos actions, parfois au détriment de l'objectivité des faits, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Bien qu'utile, le sentiment dualiste ne peut se passer de connaissances objectives, car la magie ou la force de l'esprit n'est qu'une illusion pour garantir notre sentiment de pouvoir sur nous-mêmes et le monde. Il est insuffisant. Les sciences psychologiques ne font pas partie des sciences naturelles. Pourtant, il y a un intérêt à considérer la psychologie comme faisant partie de la nature du fonctionnement humain. Il existe une lutte intellectuelle entre l'homme et la nature, entre l'homme et sa propre nature, par les croyances dualistes. Même si la psychologie ne se réduit pas à de la biologie, nous sommes soumis à des normes biologiques, à des lois naturelles. Le premier piège dualiste est donc que si la psychologie n'est explorable que par des âmes fantômes ou le monde des dieux, nous faisons alors face à une impasse thérapeutique dans le monde des hommes. Nous ne pouvons, en clair, plus nous aider les uns les autres. Le second piège qui en découle est de rendre la santé psychologique et la résolution d'une souffrance relative aux patients et à des attributs mentalistes, fantomatiques, comme celui de volonté. De faire donc reposer le poids de l'échec au bonheur et au bien-être, soit sur le destin, soit sur le hasard, ou soit sur le patient en tant qu'individu, dont la souffrance serait inexplicable du point de vue d'une psychologie objective, relative aux fantômes de sa volonté. Ce relativisme psychologique entraîne un relativisme psychothérapeutique et argumente en faveur d'un choix thérapeutique qui serait infini, sans possibilité de sélectionner objectivement, par l'intermédiaire de connaissances externes, scientifiques, les moyens thérapeutiques les plus fiables. Même s'il est généralement admis que le dualisme des substances est dépassé, que la douleur physique n'est pas indépendante d'une origine physique, également lorsque l'on ne l'observe pas, même s'il est admis que le corps et les états mentaux partagent les mêmes substrats neurologiques, que le corps et l'esprit font partie de la même machine, la conception mentaliste, quant à elle, perdure. Et concernant la souffrance psychologique, l'idée d'une conscience connectée au cerveau remplace l'idée d'une substance désincarnée. Même si l'on peut admettre que les états mentaux sont produits par l'activité cognitive, la souffrance psychologique ne peut pas être expliquée par l'activité cérébrale. Tout le monde aurait un même cerveau et une psychologie unique, dont le résultat serait inexplicable autrement que par introspection. Face à ce fossé explicatif,
Malgré un dualisme des substances obsolètes, un nouveau dualisme pose le problème de l'objectivisme des états mentaux, le dualisme sémantique. Il empêcherait de traduire et donc de comprendre et de résoudre de manière objective souffrances psychologiques, puisque relatives à chaque individu. Nous aborderons ce piège dans le second épisode.